Les chemins de la connaissance, cette semaine, écrire la poésie. Aujourd'hui, l'appel et la réponse avec Jean-Pierre Lemaire. Jean-Pierre Lemaire, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons retrouver la question de l'inspiration, car vous vous inscrivez dans la longue tradition des poètes d'inspiration religieuse, comme on dit, soit sous la forme d'une libre méditation sur le lien mystique, la relation à Dieu, soit en revisitant certaines figures bibliques. Dans un texte récent, vous avez notamment articulé cette question de l'inspiration à la thématique baudelairienne des paradis artificiels ou à celle plus rimbaldienne de l'évasion par la poésie, en résumant ces conceptions datées dans la problématique du songe au poème, en montrant qu'aujourd'hui, le songe qui aboutit à un poème ne s'oppose pas au réel, mais qu'il l'augmente plutôt. Jean-Pierre Lemaire. Voilà. Parce que le réel ne nous est pas montré en entier, il nous est dérobé en partie, et cette part du réel qui est dérobé, on ne peut qu'y songer. Et la rêverie du poète est le lieu où advient cette étrange parole de ce qui est sans voix, en somme. Voilà. Le réel dérobé, c'est effectivement ce qu'on n'aperçoit pas d'habitude, ce qui n'a pas la parole. Et le poète, en rêvant à cette moitié cachée du monde, tâche de donner la parole à ces êtres qui ne l'ont pas. Alors aujourd'hui, dans ces époques de désenchantement, d'occultation de la figure de Dieu, ou en tout cas d'éloignement de cette présence, vous montrez que le poète, justement, trouve aussi dans cette occultation, dans cet éloignement du Dieu caché, une inspiration. Oui, je crois que Dieu est discret et qu'il nous fait signe dans les marges, en quelque sorte, mais il y a en même temps en lui une force, je dirais, qui appelle à la révélation de tous ces êtres cachés. Ce sont des êtres qu'il porte aussi à la naissance, si le poète y est attentif. Ouais. Alors, c'est pour vous la meilleure définition de l'inspiration, c'est-à-dire donner la parole à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et à ceux qui la demandent obscurément, je dirais. Oui. Il faut qu'il y ait une demande pour que le poète essaie de donner la parole. Alors, Jean-Pierre Lemaire, je vous propose d'écouter un premier extrait. Alors, il ne s'agit pas de poésie, il s'agit d'un poète, puisque c'est Federico García Lorca, qui nous parle de ce phénomène qu'en espagnol on appelle le duende, qui est une autre forme d'esprit qui descend, disons, sur Terre, en quelque sorte, et sous forme éventuellement d'inspiration. Le duende, c'est justement, c'est un terme qui s'applique évidemment à l'art du flamenco, et c'est lorsque justement quelque chose de spirituel est né, lorsque justement la musique est particulièrement réussie, quelque chose de l'esprit qui monte du chant. Ange et Muse viennent du dehors. Le véritable combat se livre contre le duende. Pour chercher le duende, il n'existe ni carte ni assise. On sait seulement qu'il brûle le sang comme un topic de verre, qu'il épuise, qu'il rejette toute la douce géométrie apprise, qu'il brise les styles, qu'il force Goya, passé maître dans les gris, les roses et les tons d'argent de la meilleure peinture anglaise, à broyer avec les genoux et les poings d'horribles noirs de bitume. Voilà, un extrait de Théorie et jeu du duende de Federico García Lorca. Alors, c'est une autre conception de l'inspiration. C'est un mot qui avait pour lui ce sens-là, effectivement. On retrouve quand même une impression commune qui est l'idée que la demande qui aboutit au poème est une demande, je dirais, étrangère, qui nous est étrangère, même quand elle surgit en nous. Je dirais c'est l'étranger en nous à ce moment-là qui demande la parole. Et on ne peut à ce moment-là qu'être saisi, effectivement,
Alors ça peut être une saisie brutale, comme chez Lorca, ça peut être une saisie plus douce, mais on est saisi par quelque chose qui ne vous appartient pas. Et je crois que quand on écoute de la musique qui a été inspirée par le Duende, ou bien quand on relit un poème qui a vraiment été inspiré, on retrouve cette marque étrangère. Et c'est pourquoi même un poème qu'on connaît par cœur surprend toujours quand on le relit, parce que justement il porte cette marque qui ne nous appartenait pas. Alors le Duende, c'est plutôt un diable ou un démon qu'un messager de Dieu. Oui. Comment faire le partage, la distinction, comment discriminer, comment discerner, puisque c'était le mot qu'employait Ignace de Loyola. Ah, c'est un art difficile. Mais à partir du moment où quelque chose demande la parole, je crois qu'il faut la lui donner. Et puis on discerne après, je dirais. De toute façon, il me semble qu'on entend ce qui demande la parole quand on est orienté vers cette demande. Et là, je dirais que c'est toute une vie qui vous oriente vers cette demande. Alors, tout dépend de la manière dont vous êtes orienté. Alors, pour vous, Jean-Pierre Lemaire, la question de, l'inspiration religieuse se pose aussi dans les termes de la transmission. J'en veux pour preuve justement le premier poème que je vais citer, dont je vais citer un extrait de l'intérieur du monde, de votre dernier recueil, où vous dites « Tu as rejoint l'énigme de tes pères et la sentant monter en moi, je cherche les mots qui éclairent le temps, des mots que nos enfants puissent interroger quand il m'aura fermé la bouche à mon tour. » Alors, ce poème a été écrit pour mon père, en fait. Mon père, donc, qui est décédé, et c'est lui qui a rejoint l'énigme de ses propres pères. Lui-même n'était pas très religieux, non. Très religieux. Oui. Non. Mais j'ai essayé d'écouter son silence. Et dans ce silence, eh bien, attendait quelque chose qui demandait en effet, je crois, à être transmis à nos enfants peut-être. Et c'est ce rôle justement de celui qui transmet une parole silencieuse au départ que j'essaie de... Il ne s'agit pas tout à fait de ce qui constitue la thématique de ce 7e Printemps des Poètes, auquel donc nous nous accompagnons aussi, nous nous joignons au chemin de la connaissance, qui est le thème des passeurs de mémoire. Là, il s'agit d'une transmission d'un autre ordre. Oui, mais c'est aussi une mémoire. Et l'important, c'est aussi que ces mots, nos enfants puissent les interroger. Oui. Alors, on va parler des enfants, mais auparavant, j'aurais aimé peut-être montrer comment une variante intéressante justement de cette réflexion sur le droit à l'existence et à la parole de ceux qui n'ont pas la voix, puisque vous avez également écrit un poème, Jean-Pierre Lemaire, et j'aimerais que vous nous le lisiez, un poème qui s'intitule « Immigrés ». Voilà. Immigrés. Ceux qui ne sont inscrits nulle part regardent au loin la ville illuminée, les immeubles nocturnes, comme de grandes stèles noires, couvertes d'une écriture inconnue, d'un alphabet de feu calligraphié, rigoureux, indéchiffrable. Ils pleurent de tant lire, sans pouvoir traduire, tandis qu'à l'intérieur, en nous, il n'y a rien d'écrit, et que toutes les pages, derrière la nuit, redeviennent blanches. Vous vous souvenez, Jean-Pierre Lemaire, de l'occasion qui est à l'origine de ce poème ? Je crois que je regardais la ville, justement, le soir, et des immeubles un peu comme ceux qu'il y a sur le front de Seine. Et ces immeubles me sont apparus comme des stèles, effectivement, couvertes d'écriture. Une écriture indéchiffrable, et je me suis dit que pour les immigrés, quand ils arrivaient chez nous, tout était indéchiffrable. Je crois qu'il y a
il y a peut-être un rapport, je dirais, entre le poète, quand il commence à écrire un poème, et l'immigré qui débarque dans un pays inconnu. Le poète, au début, est analphabète. Le poète ne sait pas parler. Et c'est une situation donc, qui m'a permis d'établir une sorte de lien fraternel avec ceux qui non plus ne savent pas parler quand ils débarquent dans un pays. Vous voulez dire qu'on rejoue à chaque fois la relation avec sa langue oui. Dans le poème. Oui. Chaque poème réapprend à parler. Alors je vous propose d'écouter maintenant la voix d'un autre poète, Georges Chéadé, poète libanais d'expression française, qui nous raconte une prière du soir. Avant le sommeil, les sœurs de ma mère parlaient si bas que tout devenait de l'ombre, les visages et les voix, jusqu'à l'horloge dans sa cage qui n'avait plus de chant. Une allumette alors brillait et l'on pouvait entrevoir mes tantes agenouillées dans une goutte d'or. Chaque fenêtre avait le ciel d'une prairie dans cette maison oubliée. Il y avait aussi les oiseaux qui apportaient les nouvelles et dans les rêves un enfant qui racontait sa vie. Amour, où sont les nuits d'hiver, la lampe douce dans sa robe de verre et l'horloge qui sonne et appelle un enfant seulement endormi. Georges Chéadé, prière du soir. C'est très beau. Et on retrouve les enfants. Voilà. Je ne connaissais pas ce poème, mais il est vraiment beau. Alors, je disais que l'inspiration religieuse est importante chez vous. On évoquera dans un instant, votre poétique, votre technique aussi, parce que c'est important, votre palette vocalique. Mais dans l'immédiat, voilà, j'aurais aimé que, à votre tour, Jean-Pierre Lemaire, vous nous lisiez 2 poèmes extraits de L'intérieur du monde qui portent justement cette thématique religieuse. Alors le premier, c'est un poème qui a été à la fois inspiré par un gisant espagnol et le corps de mon père. Et il porte comme titre une phrase qu'on récite dans le credo. Il est descendu aux enfers, en parlant du Christ. Il est descendu aux enfers, gisant aux yeux vitreux, aux genoux écorchés, dont toute la parole est devenue sang, chair abandonnée, silence d'amour qui dure dans la mort. Alors, le deuxième poème que vous allez nous lire, Jean-Pierre Lemaire, se réfère à ce qu'on appelle le vin de glace, c'est-à-dire cette technique employée par certains viticulteurs en Alsace, je crois, pour tirer du vin des raisins, attaqués par le gel. Mais il s'agit évidemment de cépages bien particuliers. C'est l'occasion pour vous d'une rêverie poétique, justement, qui va au-delà, évidemment, de ces considérations viticoles. Voilà, mais elles étaient précieuses puisqu'elles m'ont inspiré ce poème. Donc les grains gelés deviennent un peu la métaphore de ce qu'un homme peut être après une épreuve, un deuil, une épreuve qui a duré longtemps. Et ça a fourni donc la matière d'une prière. Ici, donc, le tu s'adresse à Dieu. Vin de glace. Tu as pressé les grains gelés, racornis. Tu as dépassé le terme des saisons, de l'espoir, de l'attente. On se recroqueville alors autour d'un peu de sucre et de peau, comme un homme à la rue. Et le vin qui sort de ta cuve, Seigneur, est rare, clair, précieux. Alors je le disais, Jean-Pierre Lemaire, en commençant cette émission, le songe, vous le dites un peu d'une autre manière aussi, le songe en poésie accroît la réalité. Voilà, parce qu'il fait passer au jour de la parole toute cette moitié du monde dérobée
sans laquelle nous vivons la plupart du temps, mais qui nous manque, et qui consiste aussi bien en êtres que nous n'apercevons pas, qu'en paysages, qu'en mémoire que nous avons perdue. C'est toute cette part perdue, toute cette part manquante que la poésie amène au jour. Et elle l'amène par le songe, parce qu'on ne peut d'abord évidemment qu'en rêver. Alors il y a cette thématique chez vous de la transmission, et puisque nous parlions des enfants, il se trouve que vous avez consacré, Jean-Pierre Lemaire, à votre première fille, toute une section d'un de vos recueils. C'était, je crois, l'Annonciade. Alors c'était un recueil antérieur, Visitation. Visitation, pardon. Et cette section donc de poèmes inspirés par notre première fille s'appelle Album, tout simplement. Accroupi sur le seuil et nous tournant le dos, tu lèves le nez vers les acacias pour parler aux oiseaux. Nous, de la pénombre, nous tâchons de suivre la conversation, vive, sensée, intraduisible, où tu leur racontes en langue indigène tout ce que les parents ne peuvent entendre depuis qu'ils sont sortis du ciel en grandissant. Un commentaire ? Un enfant, je crois, ça renouvelle le monde. Et l'enfant, il n'a pas tout de suite la parole. Et en même temps, ce qu'il veut nous dire, c'est quelque chose d'immense. Il nous rend le monde neuf, il nous rend l'aptitude à nous émerveiller, il nous agrandit tout. Je crois que quand on grandit, le monde rapetisse. Un enfant, ça nous rend le monde, je dirais, grandeur nature. Et c'est pour remercier notre fille de tous ces cadeaux qu'elle nous faisait que j'ai écrit ce petit poème. Vous en avez écrit d'autres, puisqu'il s'agit de toute une série. Oui. Et en préparant cette émission, vous m'avez parlé également d'un autre petit poème consacré à votre première fille, Jean-Pierre Lemaire. Voilà. Alors, voilà, c'est un petit conte. Voilà, il s'appelle Petit conte. Ton cri nous rejoint infailliblement à travers le brouillard qui monte des livres. Nous secouons nos épaules de pierre, nous errons un peu dans la forêt des siècles, perdant à chaque pas de leur poids enchanté, avant de retrouver la clairière où tu joues. Et quand nos mains te prennent, te soulèvent, nous avons juste l'âge de notre vie. Alors Jean-Pierre Lemaire, nous avons évoqué donc à propos du songe et de la rêverie poétique les noms de Baudelaire, de Rimbaud. Pour vous, le poète qui a compté, aussi bien évidemment sur le plan de la thématique, l'esprit, que sur celui de la technique, c'est Paul Claudel. Oui. Je crois que c'est parce qu'au début, je voulais être musicien. Je ne voulais pas être poète. Et que la musique a une liberté rythmique, une invention dans les rythmes que la poésie n'a pas. Je trouvais que la poésie, elle était un petit peu enfermée dans le corset du vers. Et alors c'est Claudel qui, pour moi, a libéré ce corset, parce que son verset n'est pas fondé sur un conte mécanique, il est fondé sur la respiration, sur le rythme du cœur. Ce qui permet un échange avec le monde, je trouve, beaucoup plus large. Et c'est ça qui m'a vraiment enthousiasmé quand j'ai lu Claudel pour la première fois. C'est qu'il me rouvrait avec les mots un accès finalement au royaume où je pensais que seule la musique pouvait accéder. Alors je vous propose de l'écouter, Paul Claudel, puis on continuera cette conversation sur la technique après. Il s'agit donc d'une des 5 grandes odes, la Muse qui est la grâce. Encore la mer qui revient me rechercher comme une barque, la mer encore qui retourne vers moi à la marée de Cyzégie et qui me lève et remue de mon berre comme une galère allégée, comme une barque qui ne tient plus qu'à sa corde et qui danse furieusement et qui tape et qui sac et qui fonce et qui encense et qui culbute le nez à son piquet,
comme le grand pur sang que l'on tient au naseau et qui tangue sous le poids de l'Amazone qui bondit sur lui de côté et qui saisit brutalement les rênes avec un rire éclatant. Encore la nuit qui revient me rechercher, comme la mer qui atteint sa plénitude en silence à cette heure qui joint à l'océan les ports humains pleins de navires attendants et qui décolle la porte et le patardeau. Encore le départ, encore la communication établie, encore la porte qui s'ouvre. Ah, je suis lasse de ce personnage que je fais entre les hommes. Voici la nuit, encore la fenêtre qui s'ouvre. Et je suis comme la jeune fille à la fenêtre du beau château blanc, dans le clair de lune, qui entend le cœur bondissant, ce bienheureux sifflement sous les arbres et le bruit de 2 chevaux qui s'agitent. Et elle ne regrette point la maison, mais elle est comme un petit tigre qui se ramasse et tout son cœur est soulevé par l'amour de la vie et par la grande force comique. Hors de moi la nuit, et en moi la fusée de la force nocturne, et le vin de la gloire, et le mal de ce cœur trop plein. Voilà le grand souffle épique de Paul Claudel, la muse qui est la grâce. Vous dites, Jean-Pierre Lemaire, que Claudel vous a réconcilié avec l'idée de vers, mais le verset claudélien est comme une lance d'Achille, il faut pouvoir la saisir et la tenir. Et la soulever. Et la soulever, oui. Et moi, je n'en étais pas capable. Je n'ai pas du tout le coffre, le souffle de Claudel. Là, on vient d'en avoir un exemple de ces versets. On en a un bel exemple et vous avez admiré l'ampleur du souffle, qui est vraiment extraordinaire. Moi, évidemment, c'est un emportement. C'est un emportement, tout à fait. Alors, donc, je n'avais pas la capacité respiratoire, d'abord, pour écrire comme ça. Et puis, je crois que j'ai été conduit à me méfier de l'emportement, justement, parce que j'ai eu à me réconcilier et à réconcilier les mots avec la réalité. Et donc, il fallait d'abord être attentif. Et là, c'est un passage magnifique qui décrit l'arrivée de l'inspiration, mais j'avais besoin, je dirais, d'une inspiration plus sage. Il fallait que je reste plus près des choses, et c'est pourquoi j'adopte aussi un rythme plus modéré, disons. Oui. Vous avez écrit, Jean-Pierre Lemaire, des alexandrins, mais en les fractionnant d'une certaine façon, pour éviter, dites-vous, l'effet mécanique de l'alexandrin. Voilà. Alors, je n'ai jamais eu la volonté d'écrire des vers réguliers, où l'on puisse compter les syllabes. Il est vrai que le rythme sur lequel je retombe d'habitude, je dirais, peut-être parce que c'est mon tempérament qui veut ça, c'est le rythme de 11 syllabes. En tout cas, là je suis fidèle à la leçon de Verlaine, je préfère l'impair au pair, parce que l'impair finalement nous laisse libres. Ce que je reprochais à l'alexandrin, c'était justement son côté mécanique. Encore qu'un Racine, par exemple, réussisse à l'assouplir de manière extraordinaire. Mais j'avais besoin qu'on ne puisse pas compter, justement. Alors Claudel y arrive en débordant complètement le vers. Moi, j'ai essayé d'y arriver en le découpant. En boitant un petit peu, je dirais. Oui. En boitant un petit peu. Vous faites 6 plus 5. Voilà, ou 5 plus 6, ou d'autres mesures, mais l'essentiel est qu'on n'ait pas envie de compter, justement. Et de donner finalement une impression presque d'absence de rythme, calculé. Voilà, pas de rythme calculé, mais une respiration. Ça, c'est essentiel. Alors j'ai l'impression que vous allez vers une épuration progressive, et en particulier les poèmes, notamment de l'intérieur du monde, votre dernier recueil, sont beaucoup plus courts, justement. Ça semble vérifier ce que vous venez de dire. Oui, c'est peut-être parce que ça correspond à une période d'épreuve, un peu, donc qui a suivi la mort de mon père. Et je ne pouvais pas, à ce moment-là, écrire de longs poèmes. Ce qui m'était donné était plus resserré, effectivement. Vous avez écrit également des poèmes en prose. Très peu. Mais ça correspondu à une époque qui était presque, dites-vous, nécessaire. Là, on revient au thème de l'inspiration. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé d'écrire des poèmes en prose. J'ai du mal à vous dire pourquoi... À quelle nécessité ça a répondu.
il me semble que le poème en prose peut être plus descriptif. Et je pense que c'est quand j'avais eu besoin de décrire une réalité. Des réalités de la banlieue, par exemple, pour certains poèmes en prose, que j'ai eu recours à la prose. Mais c'est un peu mystérieux pour moi. Ça va le rester pour nous aussi, apparemment. Alors, vous avez aussi une autre palette. Alors, on parlera aussi de l'importance que vous accordez à la sonorité des mots, qui est la description de tableaux. Vous avez décrit des tableaux de Paul Klee, de Marc Chagall, de Giotto aussi, dans le dernier recueil. Oui, et d'un peintre niçois, d'un primitif niçois que j'aime beaucoup, qui est Bréa. C'est l'occasion peut-être de le faire connaître. Alors là aussi, c'est finalement traduire en mots quelque chose qui n'a pas la voix. Oui, c'est vrai. Et quelque chose qui, d'une certaine manière, nous parle. Il faut que le poème, évidemment, que le tableau ait inspiré une émotion pour qu'il puisse donner un poème. Et je dirais que le peintre nous a un peu facilité la tâche, parce qu'il a déjà cadré la réalité. Il a déjà mis dans son tableau les éléments qui entreront dans le poème. Et donc c'est plus facile d'écrire un poème à partir d'un tableau. Quand on revient après ces poèmes écrits sur des tableaux à la réalité nue, si j'ose dire, il y a un pas à faire. On éprouve une difficulté. Il faut à nouveau rassembler ce qui s'est dispersé dans la réalité et que le peintre avait rassemblé pour nous. Cela dit, les poèmes que vous avez écrits sur ces peintres, on peut les lire sans avoir forcément le tableau ni à l'esprit ni en perspective. Ah oui, il faut que un poème doit être autonome. Et donc le poème, même inspiré par un tableau, doit pouvoir s'en passer. Aujourd'hui, Jean-Pierre Lemaire, c'est un peu triste peut-être de finir cette série sur la poésie sur cette révélation, si l'on peut dire. Vous avez cessé d'écrire. Et c'est un cas de figure intéressant. Le silence des poètes est au moins parfois aussi intéressant que leur période active. Mm-hmm. Oui. Alors, ça serait pas honnête de dire que j'ai totalement cessé, mais les poèmes qui viennent sont beaucoup plus rares. Il en vient peut-être 4 ou 5 en un an, alors qu'avant, il y avait une sorte de torrent quelquefois. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est un peu mystérieux. On espère que l'inspiration reviendra, mais vous dites dans un des textes théoriques dont j'ai parlé que la figure du poète s'est presque effacée du monde contemporain. Est-ce que c'est pour cette raison ? Non, parce que je crois que des poètes continuent à écrire, continuent à chanter, même si c'est un peu dans les marges du monde. Je crois que la poésie n'a pas trop besoin qu'on attire l'attention sur elle. Elle peut continuer à s'écrire sans être très visible. Donc je pense que la poésie continue. Merci Jean-Pierre Lemaire. Je rappelle que vous êtes poète. Vous avez publié L'intérieur du monde aux éditions Chênes. Maëlle Genet a lu les textes. C'était L'appel et la réponse, dernier volet de cette série intitulée Écrire la poésie. La semaine prochaine, nous arpenterons le vaste domaine des rêves. Les chemins de la connaissance, une émission de Jacques Munier, réalisée par Christine Berlamont.